Donc, j'ai dit en introduction, que peut-on faire face à cet instant un peu sidérant du monde dans lequel on est. Et chaque fois qu'on ouvre la radio, on peut l'être un peu plus. Là, vous nous avez proposé quand même un certain nombre de pistes d'action intéressantes et qui peuvent être mises en œuvre, qui du coup... je faisais une liste en disant on peut faire de la politique, on peut faire de la résistance, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais en fait, vous avez dit là qu'on pouvait faire tout ça en même temps, en fait, à travers le choix des activités qu'on va poser. Et donc, j'aimerais vous demander, on a un certain nombre de porteurs de projets dans la salle, qu'est-ce que, selon vous, est la chose prioritaire, essentielle, s'il fallait en choisir qu'une, que vous leur conseilleriez de mettre en œuvre là, maintenant, tout de suite? Il y a une chose importante, c'est quand on crée une activité, c'est de penser qu'on ne la crée pas pour soi uniquement, et donc de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler des autres, de ne pas penser juste réfléchir à son activité et dire voilà, moi je veux faire ça, etc. C'est le mal souvent qu'il y a chez l'entrepreneur, qu'il soit avec ou sans salarié, hein, ça ne change rien. Souvent, c'est qu'il est, il est seul, il pense qu'il il se retrouve au bout d'un moment seul à décider, seul à faire des choix, etc. Et donc, et d'ailleurs, ton expérience est justement va à l'encontre de ça, c'est justement de ne pas se retrouver isolé, seul, quand on a un projet. C'est de le partager, d'aller chercher aussi chez les autres peut-être des réponses ou des échanges. Enfin, voilà. Pour moi, c'est ça. Si vous entreprenez, ne pensez pas que vous devez entreprendre seul, même si vous faites une entreprise unipersonnelle. Allez à la rencontre d'autres acteurs qui sont en correspondance avec votre projet. Oui, alors moi je souscris complètement à ce que vient de dire Nicolas. Je pense que c'est complètement important d'être un groupe, d'avoir une parole totalement libérée dans ce groupe, c'est-à-dire que tout le monde a voix au chapitre, tout le monde peut poser des questions, tout le monde peut apporter des propositions, et que quel que soit le niveau d'ancienneté ou le niveau de compétence officielle, diplôme et compagnie de qui que ce soit dans l'entreprise, il faut l'écouter et il faut, je dirais, en tirer la substantifique moelle pour essayer d'avoir une pratique qui soit la plus vertueuse possible, dans le sens de réussir économiquement, mais avoir une politique à la fois sociale et environnementale qui soit cohérente avec le monde dans lequel on aimerait bien vivre. Je dirais que donc faites des sociétés, faites des groupes d'entrepreneurs. Alors, vous savez qu'il existe des CAE, des coopératives d'activité et d'emploi. Selon les services, des fois il y en a une à Grenoble qui s'appelle Cabestan, ils sont 300 dedans, ils font des centaines de choses différentes. Ici, on a plutôt des coopératives un peu spécialisées dans les services ou dans le bâtiment ou dans des choses comme ça. Mais ça fait rien. Vous êtes entrepreneur en unipersonnel, vous êtes entrepreneur salarié dans ces CAE et vous fréquentez d'autres entrepreneurs qui sont soumis un peu aux mêmes difficultés que vous, pas forcément exactement les mêmes, mais en tout cas des difficultés voisines. Ça vous permet de créer des amitiés. N'hésitez pas à aller voir des vieux dans mon genre, parce qu'il y a beaucoup de vieux dans mon genre qui sont prêts à répondre à des tas de questions. Alors il y en a des qui vous enverront bouler, mais je dirais pour les 3/4 ou les 9/10, quand on est à la retraite, on n'a qu'une envie, c'est finalement de transmettre ce qui nous a fait difficulté, etc. Donc n'hésitez pas à aller interroger des vieux. N'hésitez pas à discuter entre vous
Pourquoi vous rigolez? C'est parce que j'ai dit vieux. Mais c'est ça. J'ai 71 ans. Donc, il faut appeler un chat. Et un vieux, un vieux. Donc, en espagnol, viejo, c'est plutôt une marque de respect. Hein. En France, c'est assez péjoratif, mais en espagnol, viejo, c'est l'ancien. Voilà. Donc, moi, je le prends dans ce sens-là. Je n'y vois absolument aucune péjorativité. Donc, allez voir des gens qui savent, en sachant aussi que moi, les conseils que je vous donne, c'est sur ma vie professionnelle qui est finie. C'est-à-dire, c'est comme on a démarré en 87, donc dans l'autre millénaire, et à ce moment-là, aujourd'hui, je sais que ce qu'on a fait en 87, c'était la bonne façon. Si ça se trouve, aujourd'hui, il faut prendre d'autres mesures, il faut avoir d'autres réflexes, etc. Mais moi, je dirais, j'ai le sentiment que même si on est au XXIe siècle, ça reste la meilleure solution ou la moins pire. Parce que le travail en unipersonnel, c'est vraiment... il y a des moments, c'est extrêmement lourd. Bon, regardez les paysans. Hein. Donc vous avez vu la révolte des paysans là récemment, ils sont au bout du rouleau. Ils sont au bout du rouleau parce qu'ils sont poussés par une réglementation, ils sont poussés par un modèle économique qui est délirant, ils sont poussés par des considérations qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'agriculture, et en même temps, ils se crèvent vraiment la patate à faire ce qu'ils font, et ils bénéficient d'aucune reconnaissance de la part des non-paysans. Et c'est vrai que moi, j'ai des paysans dans ma commune, finalement, j'ai de la peine avec eux, hein, parce que quand je vois les produits qu'ils mettent, quand je vois l'état de santé qu'ils ont, je me dis, mais bon Dieu, mais comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas où ils en sont? Bon, ils sont très, très méfiants vis-à-vis de moi parce qu'ils savent que je suis un écolo et donc ça les irrite un peu. Donc on se regarde un peu en chien de faïence, on a sans doute tort, mais voilà, c'est la situation actuelle qui est comme ça là-dessus, il faudrait la changer. En tout cas, deux choses, donc, pour moi, c'est associez-vous, discutez, délibérez, débattez, construisez des solutions communes, et une fois que vous avez réussi votre projet ou en cours de réussite de projet, n'hésitez pas à reconnaître aux autres la part qu'ils ont apportée. Vous pouvez dire merci. On peut dire merci. On peut dire, là, tu as eu une bonne idée finalement. Et cette reconnaissance mutuelle, elle est fondamentale pour vivre en société. Et une entreprise, c'est une petite société. C'est une micro-tribu. Mais si on est dans un système de reconnaissance mutuelle, de confiance, puisque la confiance aussi, elle vient de là, dans cette capacité qu'on a à comprendre, finalement, à accepter, à se représenter ce que pensent les autres et à vivre ensemble, d'abord, c'est moins douloureux pour soi, parce qu'on est dans moins de soucis, moins de conflits, moins d'irritation. On a une meilleure réussite dans les projets, puisque avec la confiance et avec la reconnaissance, tout va beaucoup mieux. Et en plus de ça, si on est un peu feignant comme j'ai toujours été, on peut travailler peu et gagner quand même sa vie. Nous, on a fondé cette coopérative autogérée en disant on ne va pas perdre notre vie à la gagner. Ne pas perdre sa vie à la gagner, c'était un slogan de mai 68. Et j'étais gamin en 68, mais n'empêche que ça m'est resté. Et du coup, j'ai passé ma vie à 25 heures par semaine. Merci, 25 heures par semaine. C'est pour ça que je suis là. Sinon, les maçons qui travaillaient 40, 45, 50 heures par semaine, ils sont... D'abord, beaucoup sont dans leur boîte en bois au cimetière, mais beaucoup peuvent plus marcher, peuvent plus, etc. La santé, on n'en a qu'une. Il faut faire attention à l'environnement, mais il faut faire attention à sa santé aussi. Et en travaillant la terre ou les biosourcés, si on travaille des produits qui sont propres,
finalement, on se met des conditions de travail aussi qui sont convenables. Et c'est quand même intéressant d'avoir des conditions de travail convenables. Donc si on a un esprit un peu au repos, parce qu'on travaille en communauté avec des autres qui sont présents, qu'on a partagé le souci, que tout le monde est porteur de cette responsabilité qu'on a à la fois à produire bien et en même temps à équilibrer les comptes de l'entreprise, parce que si on veut que l'entreprise perdure, il faut bien équilibrer les comptes. Donc si on a cet ensemble de choses, du coup on travaille en sécurité. Alors en sécurité parce qu'on n'a pas de produits chimiques sur le chantier, mais en sécurité aussi parce qu'au moment où on déplace des bouts de bois, s'il faut être 3, on se met à 3. Du coup, on peut avoir des petits gabarits. Et là, je pense aux femmes qui sont ici. Travailler dans le bâtiment, c'est peut-être pas un rêve pour vous, mais nous, on a toujours eu au moins 2 femmes sur 8, toujours 2 femmes qui étaient sur le chantier. Et il y a des moments, on en avait 4. Et donc, cette mixité, c'est aussi un bonheur complet. C'est une espèce de sérénité. On est tranquille. On est tranquille quand personne s'énerve. Tout le monde est très concentré sur son boulot. Tout le monde fait attention quand il trimballe des trucs, de ne pas les faire tomber de l'échafaudage ou de ne pas bousculer les autres, etc. C'est ça qui fait qu'on peut vivre. On peut rester vivant, on reste un citoyen, on reste un être humain sur Terre. On a des copains, on a de la famille, on a des amis, on a des collègues de travail, et ça fait du bien. Merci Alain. Donc, vous voyez, un design au service d'un projet, d'un désir, et pas l'inverse. C'est-à-dire que la démonstration d'Alain, c'est quand même que quand on fait un choix et qu'on a un guide, un moteur, en fait, on trouve une forme de conception qui vient en adéquation avec un projet, et pas l'inverse. Et c'est vrai que la société dans laquelle on vit nous maltraite de ce point de vue, en nous imposant des rythmes de travail de plus en plus démentiels, en dormant de moins en moins. Et encore là, le baromètre du sommeil qui est sorti ce matin, on dort encore un quart d'heure de moins que l'année dernière, qui est déjà 1 heure de moins que ce qu'on devrait dormir en moyenne. Et Dieu sait que quand on ne dort pas bien, on est irritable, on vit moins en fait. Et en plus, on vit réellement moins puisque l'espérance de vie diminue quand on ne dort pas bien. Donc, merci en tout cas pour ce témoignage que, à titre personnel, je trouve assez puissant. On arrive au terme de notre discussion. On a l'habitude de demander à nos intervenants de nous partager une œuvre, un ouvrage, un personnage qui vous a particulièrement marqué, que vous souhaiteriez partager avec notre auditoire pour aller plus loin peut-être. Et avant de vous donner la parole pour nous partager ça, je voudrais simplement vous préciser que, donc, je disais en introduction que ce que l'on fait là est le début d'un méristème. Alors le méristème, c'est l'extrémité d'une racine ou d'une tige, qui est la partie qui va à l'exploration de l'environnement chez une plante. Donc c'est à la fois là qu'elle va aller dans des endroits pour chercher des ressources, et en même temps où s'organise la croissance de la racine, qui lui permet effectivement de faire cette exploration. Et donc c'est une métaphore de ce qu'on cherche à faire par ces petits événements qui viennent en complément des modules de formation que l'on propose, où on essaye d'être un petit peu à la pointe d'une question qu'on peut se poser, et en même temps grandir avec cette exploration de connaissances. Donc le principe, c'est qu'on fait en soirée une conférence qui est ouverte au public, et le lendemain, on a un petit programme qui permet donc le lendemain de faire une classe apicale. Alors, classe apicale, encore une métaphore botanique, pour ne pas dire masterclass, parce que ça n'en est pas une. Mais donc apical vient d'apex, là encore une fois la pointe. Donc par exemple l'apex d'une plante, c'est quand c'est le haut de l'arbre ou de la plante qui pousse. Donc pour se donner un temps pour prolonger les discussions, les approfondir avec les intervenants. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre demain au collectif La Maison à Romainville de 9h à Ramonville, pardon, excusez-moi. C'est mon passé parisien qui...
à Ramonville. Et donc de 9h à 12h30, c'est ça, je parle sous le contrôle d'Arnaud. Ouais. T'avais prévu la grasse mat? Ok. Et donc qui voilà, permet d'avoir un autre espace de discussion plus intime, puisque là on est en petit comité. Et l'après-midi, justement pouvoir explorer de façon un peu plus concrète le sujet et le lien à la terre, puisqu'on vous propose un petit atelier, alors Alain en parlait tout à l'heure, de techniques de construction autour du façonnage de briques en terre crue, technique Adobe. Et puis une discussion également. Peut-être Arnaud, tu peux, parce que j'ai plus tous les éléments en tête, nous dire ce qui se passe demain après-midi. Demain après-midi, de 14 à 15h, il y a atelier de construction d'Adobe. De 15h à 16h, il y aura une discussion avec Jean-Emmanuel Aubert sur les matériaux. Jean-Emmanuel est directeur de recherche à l'INSA. Et de 16h à 17h, on visitera le chantier Comobio, porté par Arcoterra, un chantier en éco-construction. Et on fera une visite du lieu sur lequel on sera, le collectif La Maison, qui est un tiers-lieu à Ramonville, qui héberge plein d'initiatives, une vingtaine d'associations autour de la nature, beaucoup, et des initiatives citoyennes. Donc on passera la journée là-bas, 9h30, midi et demi, la classe apicale, midi et demi, 14h, repas partagé, et ensuite la visite, la causerie, non, l'inverse, l'atelier Adobe, la causerie et la visite. Merci Anne, super programme. Effectivement, merci David. Il se trouve que c'est extrêmement bien organisé au collectif La Maison. Et c'est l'ouverture de la saison du calme, le bar associatif comme à La Maison, qui lance sa programmation culturelle. Et demain, à partir de 19h, c'est le premier des 3 concerts de la soirée, organisé par les bénévoles du bar associatif. Merci pour ces précisions. Donc, Nicolas. Oui. Alors, je vais rester sur l'éco-construction et une personne qui, moi, m'a marqué par rapport à l'éco-construction parce que j'ai appris beaucoup de choses à travers ses livres et ses conférences aussi. C'était un personnage assez incroyable. C'est Jean-Pierre Oliva. Donc Jean-Pierre Oliva, O-L-I-V-A, qui a écrit plusieurs bouquins autour de la conception bioclimatique, les matériaux d'éco-construction, etc. Et je pense que beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'éco-construction ont appris pas mal de choses avec lui. C'est avec des choses qu'on peut questionner aussi, mais en tout cas, pour une entrée dans l'éco-construction, il a pas mal œuvré sur ça. Je connais pas mal de gens qui sont rentrés dans l'éco-construction grâce à lui. Voilà. Et sinon, après, des livres sur... moi, j'ai été aussi marqué par la permaculture. Voilà, cette approche-là, ce n'est pas la culture sur but ou ce n'est pas juste de l'agriculture, c'est plus large que ça, la permaculture. Il y a toute une approche. Et voilà, cette notion-là... il y a beaucoup de réflexions dans la permaculture justement sur l'usage, le besoin et comment on répond aux besoins, par quel usage. Et ça, je trouve ça intéressant dans la permaculture. Voilà. Alain ? Alors moi, je vais vous conseiller un livre d'un Autrichien qui s'appelle Ivan Illich, qui est né en 1926 et qui est mort en 2002. Et c'est un prêtre défroqué qui est allé vivre avec les Mexicains du Yucatan au Mexique et qui a sorti en 1973 ce bouquin « Énergie et équité ». Alors peut-être certains d'entre vous le connaissent, je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'avais 18 ans. Et d'un seul coup, ce bouquin m'a foudroyé parce que d'un seul coup,
j'ai compris ce que c'était l'analyse du cycle de vie. Puisque dans ce bouquin, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une étude un peu... il raconte l'étude qu'ils ont faite sur... les États-Unis, ils font 10 000 km par an en bagnole. Ils comptent 150 ou 200 heures en voiture, mais en vrai, il faudrait qu'ils comptent toutes les heures qu'ils travaillent pour acheter la voiture, acheter le carburant, acheter les pneus, acheter l'assurance, payer des impôts pour faire des routes, les réparations, etc., etc. Et au total, ils font 10 000 km, mais ils bossent 1500 heures. Et donc 1500 heures, 10 000 km, ça fait 6 km/h. Et donc, il vaut mieux qu'ils prennent un vélo, ils arrêteront de polluer et ils iront plus vite. Ce raisonnement-là m'a émerveillé. Et donc, Ivan Illich est un penseur extrêmement complexe. Là, c'est vraiment le truc le plus rigolo, le plus simple, et je pense que c'est une bonne porte pour rentrer dans sa pensée. Mais de toute façon, vous pourrez y consacrer toute votre vie. Je pense que ça sera impossible d'épuiser toutes les ressources qu'il y a dans sa pensée, qui est... J'étais il y a pas un mois à un colloque à Paris, et je me suis rendu compte que j'ai raté... je le connais depuis 50 ans, et j'ai raté 99% de sa pensée, en m'en restant sur des trucs un peu trop simples. Voilà, donc ça c'est le premier... Moi, ça m'a constitué. Ma réflexion sur les chantiers, sur ce qu'on allait faire et comment on en est venu à faire de la terre et du biosourcé, c'est par des raisonnements comme ceux que je viens de raconter de ce qu'a mis à jour Ivan Illich. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième œuvre que j'aimerais vous recommander, c'est le film de Stanley Kubrick qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, normalement, vous devriez comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle et la paranoïa qui s'en empare quand elle décide d'être la chef. Et donc, normalement, à la sortie de ce film, on ne peut plus du tout être d'accord avec l'intelligence artificielle. Voilà. Merci. Moi, je vais vous proposer, dans la continuité, en tout cas dans la même famille de penseurs, un livre qui a été assez déterminant pour moi aussi, qui est Le bluff technologique de Jacques Ellul. Donc Jacques Ellul, c'est un prof de droit de la fac de Bordeaux qui, a priori, n'a rien à voir avec ces sujets-là et qui s'est mis à penser dans les années 50 quand même, en fait, tout ce qui nous arrive aujourd'hui et qui met en évidence une chose assez simple, qui est que, en fait, on ne peut pas maîtriser un processus technologique. C'est-à-dire que si on l'accepte et si on rentre dedans, et ça renvoie à la question de l'intelligence artificielle, en fait, il faut accepter l'intégralité des conséquences de ce système technologique et qu'on ne peut pas le maîtriser. Et donc, on n'a que deux choix, en fait. C'est-à-dire soit on est dedans, soit on est dehors. Et on ne peut pas maîtriser une évolution technologique. Ce n'est malheureusement pas vrai. Donc, merci pour ces éléments. Donc, on va ouvrir un temps d'échange avec la salle. On a jusqu'à 20h. Donc, on va faire circuler... attends, reste, je vais faire circuler le micro. Je te laisse celui-là. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Bon, merci beaucoup pour l'exposition. C'était très intéressant. Je vais poser une question à Alain par rapport à la gouvernance et les fonctions dans la coopérative, dans l'entreprise. Est-ce qu'il y avait une polyvalence et une fonction de touche à tout chez tous les intégrants de l'entreprise, où il y avait des fonctions spécifiques à chaque personne et des responsabilités, par exemple, je sais pas, de la comptabilité, il y avait juste une personne, où tout le monde faisait un peu de tout. Alors, la comptabilité et la gestion, obligatoirement, tout le monde y participait. D'accord.
Là, il n'y avait pas le choix. Après, sur les chantiers, en fait, on s'aperçoit que les choses sont retournées. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'entreprise de dire il faut que tout le monde tourne, ou personne tourne, ou on tourne à moitié, etc. C'est, bon, on a ça à faire. Est-ce que tu te sens de le faire? Moi, je me sens de le faire. Voilà. Et donc, ça se décidait comme ça, sur le chantier, ou ça se décidait un peu en amont, c'est-à-dire au moment où on avait décidé qu'on faisait ce chantier, moi je veux bien venir, non, moi ça m'intéresse pas. Alors ça m'intéresse pas parce que c'est trop loin, ça m'intéresse pas parce que moi je suis charpentier et là vous avez que des enduits terre, ça m'intéresse pas. En vrai, ça marche pas longtemps ça. Au bout d'un moment, tout le monde a envie de faire tout. Mais en fait, on était dans quelque chose qui était extrêmement sur le désir, sur le plaisir de travailler. Alors c'est un peu bizarre de parler du plaisir de travailler. Mais en même temps, si on ne travaille pas 50 heures par semaine, oui, il y en a du plaisir. Et si on est en confiance avec les collègues de boulot, oui. Et si en plus on fait un truc dont on est persuadé que c'est bien la santé pour les gens qui vont habiter, c'est bien la santé pour nous qu'on travaille, oui, on finit par être content de venir travailler. Même si c'est fatigant, parce que le bâtiment c'est fatigant, hein. Des fois c'est lourd, des fois c'est acrobatique. Enfin acrobatique, c'est un peu inconfortable. Et l'hiver il fait froid, l'été il fait chaud, à l'automne il pleut et au printemps il y a du vent. Donc oui, il y a des inconvénients. Mais en même temps, au bout d'un moment, ces inconvénients, ils sont complètement devenus des avantages. On voit passer le temps. On voit les saisons. On sait que ce matin il fait un peu froid, on va pas faire des enduits mais on a du bois à tailler ou on a des choses comme ça. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que ça s'organise. Donc il faut de la souplesse, il faut de l'agilité, il faut que tout le monde soit prêt à un peu changer de métier, peut-être même dans la journée. Mais en tout cas, rien n'était imposé. Et à partir du moment où c'est débattu et décidé ensemble, et que tout le monde sait d'où vient la décision, puisqu'il a participé à cette décision, on n'a pas de réticence. Alors effectivement, sur la gestion, on avait des gens qui sortaient de formation, donc qui savaient faire un enduit, mais qui ne savaient absolument pas ce que c'était une fiche de paye. Enfin, ils avaient reçu de l'argent, mais dans d'autres métiers, mais ils ne savaient pas comment ça marchait, etc. Donc oui, il y a un temps d'acculturation qui est assez long et ça impressionne un peu tout le monde. Et puis au bout d'un moment, faire une déclaration de TVA, faire une déclaration à l'URSSAF, faire une déclaration aux impôts et tout, ça ne pose plus aucun problème à personne. Il faut juste vérifier que les comptes sont justes. Donc en général, on se mettait à deux de façon à vérifier que le total était bien, on était bien d'accord sur le total, quoi. Mais sinon... Et puis aussi, ce qu'il y avait, c'est que tout le monde savait combien chacun gagnait. C'est-à-dire, tous les 3 mois, on faisait 2 jours de réunion. Tout le monde disait, chaque mois, tout le monde disait combien il avait travaillé dans chaque chantier, parce que ça changeait un peu. Donc, on faisait des fiches de paye, on va dire, un peu vite fait comme ça. On faisait des chèques, on va dire, tous les mois. Et puis, tous les 3 mois, on récapitulait tout ce qui avait été dépensé par la SCOP, tout ce qui était rentré, ce qui restait en suspens, les devis qu'il fallait faire, le planning du prochain trimestre, et tout ça, tout le monde était là. Donc au moment de remplir les chèques et au moment de signer, de remplir les fiches de paye, tout le monde savait combien j'avais gagné, moi je savais combien tous les autres avaient gagné, etc. Et ça donne une confiance absolument fantastique. Et finalement, pourquoi personne ne sait combien les autres gagnent dans une entreprise? Pourquoi c'est caché? Vous le savez, vous? Moi, j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi il y a des secrets sur... Alors, tout le monde gagnait le même salaire, le même salaire horaire. Après, chacun travaillait comme il voulait. Et donc, forcément, les fiches de paye étaient différentes parce que
un mois, j'ai travaillé donc 25 heures par semaine. Le mois d'après, j'ai travaillé 30 heures. Le mois d'après, j'ai travaillé 20. Enfin, voilà, hein, ça a brassé un peu comme ça. Mais pourquoi ne pas savoir combien les autres gagnent? Et ça, j'ai pas la réponse. Si vous l'avez, c'est bien. Mais voilà, c'est ça l'autogestion. C'est d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus organisé sur une vision globale. C'était aussi la vision du chantier. Hein. On a une vision un peu globale sur les approvisionnements et sur finalement ce qu'on fait comme déchets, ce qu'on fait comme ce qu'on produit comme inconvénient, mais aussi ce qu'on produit comme bien ou comme service confortable pour les gens pour qui on travaille. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter un petit truc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Grace Almeida. Grace Almeida, d'Équateur. Oui. C'est ma mère. Elle vous passe le bonjour. Ah bah d'accord, très bien. Juste, bonjour Grace. Juste peut-être, je voudrais rajouter des petites choses, mais on voit aujourd'hui quand même beaucoup de mal-être au travail, beaucoup de burn-out, etc. Bon, il y a un moment où l'écologie, c'est pas que de l'environnement. Hein. L'écologie, on est dans l'environnement aussi. C'est l'être humain qui se sent bien dans ce qu'il fait, quoi. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la première chose aussi pour vous, si vous voulez entreprendre, c'est faites ce qui vous porte, quoi. Ça paraît, voilà, c'est ce que tu as fait, et c'est moi aussi. Petit à petit, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé ingénieur informatique industriel, je suis parti dans l'éco-construction. J'ai divisé au départ mon salaire par 3. C'est un choix. Mais en fait, je divise mon salaire par 3, mais je suis plus heureux. Voilà, il y a un moment aussi, ça rejoint cette question du besoin par rapport aux moyens. Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là, quoi. Merci d'avoir fait cette remarque, parce que c'était à peu près le sens de ma question. Je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que le profit à tout prix, c'est un leurre, alors que c'est le modèle économique dominant qu'on nous vend pour l'instant. Donc moi, je voulais voir si vous aviez, dans votre expérience ou dans vos idéaux, mis en place ou imaginé des indicateurs de bonheur ou du suivi de est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on est content de ce qu'on fait, autre que le chiffre d'affaires ou le salaire ou... Nous, on fonctionne. Alors, sur le bonheur lui-même, non. On avait. Mais si on était mécontent, on le disait. Donc, si on disait rien, c'est que ça allait. Enfin, voilà, c'était un peu ça. Donc, ça, c'est la première chose. Sinon, des indicateurs pour les chantiers et pour les activités, en fait. On fonctionnait beaucoup avec les fiches de déclaration environnementale, c'est-à-dire on essayait de bosser à partir des analyses de cycle de vie, à partir du moment où on a trouvé un peu des informations là-dessus, c'est-à-dire fin des années 90, hein, parce qu'avant, on ne savait rien. Hein. Grosso modo, c'est Jean Covici avec son bilan carbone, là, qui a sorti quelques chiffres... ça devait être en 97, 98, je ne sais pas exactement, mais vers là, il y a 30 ans, quoi. Hein. Donc, ça nous a beaucoup servi. On s'est rendu compte que, voilà, telle stratégie, telle technique était plus impactante pour l'environnement que telle autre. Et puis, l'autre chose qui nous a beaucoup servi, c'est la mesure de l'intensité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on a essayé que, quand ça coûtait 1 000 € au client, il y a le maximum d'argent pour nous et le minimum pour la matière, les matériaux, les multinationales, etc. Donc une vision assez égoïste, hein, finalement, de dire c'est nous qu'on fait la valeur ajoutée et on veut récupérer le pognon de ça, quoi. Et donc c'était ça nos indicateurs. Il y a quelques indicateurs de gestion, communément admis de gestion, ce qu'on appelle le taux de marge brute. C'est-à-dire, une entreprise, elle achète quel matériau et avec son travail, elle le revend combien. Donc c'est la proportion des matériaux qu'elle achète dans le montant de son chiffre d'affaires. Donc nous, on essayait de rester le plus près possible de 20% de matériaux. C'est-à-dire qu'on essayait que
si possible, pas plus de 20% du prix qu'on facturait à notre client, c'était le matériau qu'on avait acheté. Et 80%, donc c'était la main-d'œuvre qu'on apportait. Mais en fait, on s'est retrouvé sur la fin pris un peu dans les chantiers de rénovation énergétique. Et à ce moment-là, pour garantir des performances énergétiques, il a fallu acheter des matériaux un peu industriels et on s'est retrouvé à la fin plutôt vers 30%. Ça paraît peu, mais c'est pas négligeable quand même. C'est-à-dire que malgré tout, moi j'ai eu le sentiment de moins faire mon métier. J'ai eu le sentiment de moins utiliser mes savoir-faire, de moins... Alors c'est quelque chose d'un peu... peut-être d'un peu arrogant de ma part de dire ça, mais j'avais vraiment besoin de savoir que j'étais pas un revendeur de matériaux, mais que j'étais un artisan, quoi. Enfin, quelqu'un qui fabrique un homo faber. Tout à l'heure, Karim parlait d'homo sapiens sapiens, mais homo faber, celui qui fait, celui qui fabrique, le fabricant, c'est ça qui m'a poussé dans ce métier. Et donc, oui, j'avais envie d'être maçon. Massain, enfin maçon, ça vient de massain en grec ancien, qui est le malaxage. On malaxe, on fait de la pâte, on fait du mortier, quoi. Mais en même temps, on fait de la terre, parce que quand on fait des adobes, on malaxe. Quand on fait de la bauge, on malaxe. Quand on fait de la terre allégée, on malaxe. Enfin, le malaxage, ça reste une fonction essentielle du maçon. Et dans le bâtiment conventionnel, c'est des sacs qu'on met dans des machines qui malaxent. C'est plus des gens. Est-ce que c'est encore des maçons? Je vous laisse répondre à ça. Moi, je voudrais dire deux choses. Une, pour rebondir, c'est ne pas oublier la main. La main, pour moi, c'est... je me rends compte que quand je travaille avec les mains, je suis en méditation, en fait. Je coupe mon cerveau. On a une tendance à tout mettre dans le cerveau aujourd'hui. Voilà, revenir à la main pour équilibrer le cerveau, je pense que c'est pas mal. Sinon, nous sommes des appareils de mesure. C'est-à-dire qu'avec nos sens directs ou nos sens intuitifs, on devrait pouvoir sentir si l'autre est bien ou pas bien. Donc des indicateurs du bonheur ou de, je ne sais pas, bien-être, si vous, petit à petit, vous entraînez à vraiment écouter, voir l'autre avec vos appareils de mesure que vous avez, je pense que vous pourrez savoir si l'autre est bien ou pas. Et puis se mettre aussi en posture de recevoir. Je dis ça parce qu'en ce moment, vous voyez, aujourd'hui, donc je suis dans une petite structure qui est le Réseau français de la construction en paille. On est 7 salariés, on est tous en télétravail, on est un peu sur toute la France. Mais aujourd'hui, j'ai une collègue qui m'a partagé des choses de son mal-être personnel. Parce que, petit à petit, j'ai établi un climat de confiance avec elle qui va jusqu'à de l'amitié, finalement. Et donc, du coup, quand on partage ça avec quelqu'un, en fait, c'est quelqu'un avec... tous les deux, on est super contents, on est sur le même projet, on est super contents de travailler ensemble, en fait. Parce qu'à un moment donné, on a mis un climat de confiance et on s'est mis... on s'autorise à se dire les choses, à s'écouter, à se parler. Et donc voilà, on sort de la technologie, justement. Il n'y a plus d'appareil de mesure, c'est nous l'appareil de mesure. Voilà. Oui, bonjour, David. D'abord, merci pour vos interventions, que j'ai trouvées vraiment très intéressantes. Ça m'a marqué à plusieurs niveaux. Bon, d'abord, les 25 heures semaine, bravo, moi j'en rêve. Ensuite, oui, vous avez parlé de l'énergie, ça m'a beaucoup marqué. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il y a des gens très intéressants qui en ont parlé, comme Jean Covici, comme Aurélien Barraud.
Mais par contre, il y a un truc qui m'a marqué aussi, c'est sur la notion de normalisation dans le bâtiment. J'ai autoconstruit une maison en paille, technique du grèbe, avec un mur de refend en BTC, donc des briques de terre crue compressées, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai eu la chance de poser mon permis un mois avant que passe la RT 2012. Et du coup, et j'étais dans un éco-hameau en plus. Donc d'autres gens ont construit en même temps que moi, mais ont posé leur permis un mois après moi. Et ils n'avaient plus du tout les mêmes normes à respecter. Et je trouve que ça devient très compliqué pour des autoconstructeurs, pour des gens qui ont envie de faire par eux-mêmes, de construire. Enfin, j'ai l'impression, hein, je ne suis pas un professionnel du bâtiment, mais... Et ça m'a fait penser à un autre truc qui n'a rien à voir, mais dans notre cité, là où on habite actuellement à Ramonville, ils abattent les arbres dès qu'ils ont 40 ans. Parce que c'est une norme. C'est une norme, un arbre à partir de 40 ans, il est potentiellement dangereux, une branche peut tomber, donc on l'abat. Et du coup, là, sur les 6 derniers mois, ils en ont abattu, mais je ne sais pas, 15, 10 ou 15, des grands arbres, des chênes de 200 ans. Tout ça parce que c'est une norme. Et voilà, moi, il y a des trucs que je comprends plus quoi, dans ce monde. Et pourtant, je trouve ça intéressant que la propaille, des trucs comme ça, où on va normaliser pour s'assurer que les choses sont bien faites, pour s'assurer que ça prend pas feu. Donc je suis pas contre les normes, mais je trouve que ça va un peu trop loin et je me demande comment faire avec ça, quoi. Ben, la paille, c'est un peu sur quoi vous travaillez aussi avec la terre, mais la paille, ce sont des règles professionnelles. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des règles édictées par des professionnels. Ce sont les professionnels eux-mêmes qui disent, voilà, comment on conseille de faire. Alors, dans ces règles professionnelles, il n'y a pas forcément toutes les techniques. On peut faire d'autres choses, hein, c'est pas exhaustif. Mais quand on est dans ce cadre-là, comme c'est reconnu par l'Agence Qualité Construction, la Commission Prévention Produits, ben, c'est assurable, donc c'est plus facile. Mais au départ, ce n'est pas des laboratoires, ce n'est pas des industriels, ce sont des professionnels qui ont des savoir-faire, qui utilisaient la botte de plein champ de l'agriculteur d'à côté, qui construisaient avec de l'ossature bois. Ils achetaient le bois. Et donc, ce sont des règles faites par les professionnels, pas par des gens. Ça ne vient pas d'en haut et c'est imposé vers le bas. C'est une possibilité qui est offerte grâce à des professionnels qui se sont regroupés. Donc c'est un peu différent. Ça ne veut pas dire qu'il y a plein de bâtiments en paille, aujourd'hui encore, qui sont construits et qui dépassent les règles professionnelles, qui sortent des règles professionnelles. Mais quelque part, ces règles-là, elles ont montré que c'est possible de construire en paille, donc on y va, et on peut faire d'autres choses autour. Il n'est pas interdit d'innover. Il n'est pas interdit d'aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà, on arrive quand même. Donc, voilà, c'est le contraire d'une réglementation imposée complètement pour moi. Oui, merci. Merci pour vos présentations respectives. C'est une belle expérience dont vous avez fait part. J'avais une question par rapport à cette expérience et puis je voulais aussi rajouter 2 petites références parce que voilà, les profs ils peuvent pas s'empêcher. Et donc, non, parce que je viens de lire ça le mois dernier, ça m'a enchanté. Donc, je vous propose de regarder ce qu'a écrit Olivier Amand, que vous connaissez peut-être parce qu'il est biologiste, et qui a écrit l'antidote du culte de la performance, la robustesse du vivant, qui est vraiment... voilà, j'ai dévalisé Ombre Blanche, je l'ai distribué aux étudiants la semaine dernière, parce que c'est vraiment incroyablement rafraîchissant. Il y a énormément de choses qui sont très intéressantes. Il oppose la performance, où on est efficient, efficace, machin, et puis la robustesse, où finalement, on fait plein de tentatives, mais finalement, on plante des graines un peu partout. Enfin, pas tous les œufs dans le même panier, etc. Donc vraiment, je vous invite à lire ça. C'est vraiment très intéressant. Et puis aussi, François Jarige, qui est sur alors, technocritique. C'est du refus des machines à la contestation des technosciences. Donc c'est un peu costaud en volume, mais pareil, ça se lit très bien. Et c'est une histoire, parce que c'est un historien, de toutes les critiques qui ont suivi, toutes les évolutions techniques à travers le temps, depuis parfois le Moyen-Âge, mais surtout le XVIIIe.
Et comme quoi, les techniques n'ont jamais été n'ont jamais été acceptées d'emblée comme ça, en disant oui, tout le monde est d'accord. En fait, non, il y a quand même eu beaucoup de choses. Donc voilà, et puis aussi le fait que chaque source d'énergie n'a jamais remplacé la précédente, mais s'est ajoutée à la précédente, ce qui est quand même aussi un problème. La question, c'était sur la taille, en fait, et l'échelle de la structure de la SCOP, enfin de la structure autogérée. Est-ce que vous pensez qu'il y a une taille optimale pour monter ce genre de structure? Et si oui, et pourquoi et laquelle? Voilà, merci. Alors, nous, mais c'est parce que c'était nous, hein. Comme dirait la Boétie, c'est parce que c'était eux et c'était moi. C'est parce que c'était nous et on avait dit pas plus de 10. Alors on avait dit pas plus de 10 parce qu'en même temps, 10 c'est à peu près entre 3 et 400 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et finalement, une fois, à un moment, on a été 11, je crois. Et là, ça commençait à devenir un peu compliqué parce que ça veut dire que ceux qui savent, ils accaparent tout le boulot de faire des devis, faire des factures, etc. Enfin, et du coup, les maçons qui savent, dans ce cas-là, ils sont un peu poussés à devenir des bureaucrates ou des secrétaires ou des papivores, enfin des gens qui font... Et du coup, moi, je voulais faire de la maçonnerie, je voulais pas être... Alors, un peu de papier comme tout le monde, mais pas plus que tout le monde. Donc, voilà, on a dit pas plus de 10. Et finalement, on s'est vu à 8, entre 7 et 8, ça tournait impeccable. C'est-à-dire que vous pouvez être 4 sur un chantier, donc vous pouvez prendre un chantier d'une maison individuelle entière, 4 sur un chantier, 2 qui font un petit chantier d'une salle de bain quelque part, et puis un qui va réparer un carrelage qui est cassé, je ne sais pas où, etc. Comme on avait des femmes dans l'entreprise qui bossaient sur les chantiers, on avait une clientèle non négligeable de femmes seules qui voulaient que ce soit des femmes qui rentrent chez elles. Et donc, c'est un argument de vente, les femmes dans les entreprises. Je vous le dis, ça fait du chiffre, ça rapporte les femmes dans l'entreprise. Puisque on avait quasiment sans arrêt des gens qui venaient nous voir, enfin qui nous téléphonaient et qui souhaitaient... Alors bien sûr, il y a des gros abrutis que quand c'est une femme qui arrive sur le chantier pour voir le chantier et faire le devis, ils comprennent pas, quoi. Ils n'avaient jamais vu ça. Bon, c'était l'autre millénaire, hein, je vous rappelle. Bon, ça, je pense qu'aujourd'hui, ça va quand même mieux. Mais je pense que c'est pas fini, hein. Bon. Donc, cette question-là, elle est assez importante. Et donc, la question de grossir, c'est une vraie question. Est-ce que ça serait possible de faire une coopérative de 50, 80 salariés, du coup, qui prendrait genre des immeubles en ville, un immeuble de 10 appartements, etc. Le problème, c'est que ces immeubles-là, ils ne sont pas en terre aujourd'hui. Et ils ne sont pas tout de suite en terre. Hein. Ils ne vont pas être en terre tout de suite parce qu'il va falloir faire de la normalisation pour ça. Donc, de toute façon, si on avait été une boîte de 40, si on avait accepté de croître comme ça, il y a une coopérative qui s'appelle Couserand Construction. Ils sont une quarantaine. Et eux, ils font du TP, du bâtiment traditionnel. Ils font un peu de tout. Nous, ce n'était pas notre objectif. On voulait faire de l'éco-construction. Et donc, pour l'instant, je dirais que plus de 8, ça me paraît la limite. Parce que je connais d'autres scopes. À Guérande, il y en a une. En Normandie aussi. Ils sont 8 aussi. Enfin, entre 6 et 8. Et c'est ça la bonne échelle pour l'instant. Mais peut-être que ça viendra plus après. Hein. Oui, mais on peut imaginer juste... rester avec des échelles de 8 salariés et puis prendre des gros chantiers avec plusieurs entreprises. Ça commence à se faire. Voilà. Bien sûr. Il vient d'y avoir une école primaire. Messieurs,
Si on veut respecter les horaires de travail des agents qui viennent fermer la salle. Il y a une école primaire qui vient d'être ouverte en Bretagne. Il y a eu 6 entreprises artisanales qui sont associées pour faire une école à 1 million d'euros. Merci beaucoup. Donc je vous rappelle, si vous voulez poursuivre cette discussion, on peut se retrouver demain à 9h, à 9h30, ou une demi-heure de gagné. Pour le sommeil, c'est très bien.